caractériser en fait ce potentiel qui nous est offert par la chaleur fatale dans l'industrie pour pouvoir effectivement gérer, autoconsommer cette énergie fatale à travers les process industriels qui sont demandeurs de consommation énergétique et en particulier de gaz, c'est souvent le cas dans cette conjoncture structurelle particulière que l'on vit actuellement. Alors, peut-être le contexte initial, l'horizon 2050, c'est vraiment une horizon qui est stratégique pour l'industrie, pour le monde, pour l'ensemble des acteurs. C'est de pouvoir trouver une neutralité carbone en 2050. Donc, c'est un enjeu à la fois ambitieux qui nous laisse un certain temps pour pouvoir pivoter dans l'usage de l'énergie dans l'industrie. Et c'est un sujet qui finalement rallie également le sujet économique, stratégique et des différents enjeux qui sont associés à cela pour pouvoir et à la fois rentrer dans une réponse très pragmatique dans cet horizon 2050 et de pouvoir gérer ces différentes soubresauts de l'énergie, donc ce contexte structurel qui contraint l'industriel à devoir peut-être changer son équilibre de consommation énergétique à travers tous les outils qui sont à disposition, dont la chaleur fatale en est un. On va plutôt voir un peu les enjeux de la décarbonation associés à cet objectif 2050. Alors, le premier enjeu que j'aimerais partager avec vous, c'est l'enjeu stratégique. Il s'agit donc, à partir de la chaleur fatale, de pouvoir nourrir en fait les besoins énergétiques industriels à partir de cette chaleur fatale qui permet, je dirais, à l'industriel d'être sur une résilience par rapport au prix de l'énergie. C'est une des énergies abondantes dans l'industrie qui présente un coût zéro, qui mérite il faut disposer d'infrastructures particulières pour pouvoir recycler cette chaleur fatale et l'introduire dans les process à partir de cette chaleur fatale. Mais une des caractéristiques principales, c'est vraiment la résilience face au prix d'énergie du marché actuellement. Les enjeux commerciaux, c'est de plus en plus, les donneurs d'ordre souhaitent effectivement des productions neutres en carbone, ou en tout cas à carbone réduit, de façon à pouvoir limiter les impacts sur les bilans de gaz à effet de serre. Donc il y a un enjeu commercial pour les activités industrielles qui ont des donneurs d'ordre qui sont sensibles à cette thématique. Et il y a bien sûr aussi un aspect réglementaire. Il y a tout un ensemble de réglementations qui sont à respecter et qui peuvent être nourries par cette capacité de recycler la chaleur fatale au profit d'une énergie qu'on pourrait appeler énergie verte ou énergie de recyclage, finalement, peu importe le nom qu'on lui donne, mais c'est de donner finalement à partir de cette chaleur fatale une dimension industrielle qui va effacer à la racine les sujets énergétiques. Il y a également un enjeu RSE fort dans la mesure où les tonnes de CO2 par unité de production sont des KPI évidemment particulièrement suivis dans un sujet de démarche RSE, mais aussi suivis par des objectifs d'amélioration des KPI énergétiques. La thématique eau est également un sujet qui est embarqué en deuxième plan par rapport au recyclage de l'énergie de la chaleur fatale, parce que souvent, le fait de ne pas dissiper de la chaleur sur les tours aéroréfrigérantes permet de réduire la consommation d'eau de celle-ci. Donc, il y a toujours derrière un recyclage de la chaleur fatale, un deuxième sujet d'économie d'eau, qui n'est pas à la marge, qui représente des centaines, voire des millions de mètres cubes d'eau à l'année sur les sites industriels et qui présente un intérêt, peut-être pas économique parce que la valeur de l'eau n'est pas forcément donnée au mètre cube, mais c'est un sujet, l'arrêté sécheresse, tous les sujets de réduction de la consommation d'eau permettent également d'apporter une seconde dimension au bénéfice du recyclage de la chaleur fatale industrielle. Bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de l'enjeu économique dans un marché structurellement perturbé par et la valeur du gaz et la valeur de la tonne CO2 émise. Et donc forcément, nous sommes sur un marché haussier. Alors,
Est-ce que l'avenir reflète le présent? Personne ne le sait, mais il y a une tendance malgré tout de fond de pouvoir avoir une charge économique sur le mégawattheure de gaz et la tonne de CO2 économisée. Donc le maintien de la compétitivité passe par là, sans compter certains sujets également d'investissement vertueux dans la chaleur fatale qui permet de maintenir les exonérations TURPE et qui, dans certains cas, avec un investissement à la clé, peuvent bénéficier de cette exonération qui permet effectivement d'apporter une économie financière autour d'opérations vertueuses sans usage d'une nouvelle énergie, mais celle uniquement de le recyclage de l'énergie présente dans l'industrie. Et les enjeux opérationnels qui sont évidemment spécifiques à chaque industrie, cette capacité qui sont parfois limitantes, donc le fait de pouvoir recycler la chaleur fatale, c'est comme si vous mettiez une extension à votre capacité de production de chaleur. C'était également comme une extension de la capacité de refroidissement des réseaux de refroidissement. Donc c'est comme si on y mettait virtuellement un surplus de capacité et de production de chaleur et de production de froid. Donc recycler, c'est également apporter cette dimension de capacité de production chaude et froide pour l'industrie qui peuvent effectivement rentrer dans l'accompagnement de l'évolution, du développement des activités industrielles à travers une activité de recyclage qui dispose quelque part de différentes vertus qui accompagnent l'action de recyclage énergétique de la chaleur fatale. Alors peut-être pour zoomer un petit peu sur les enjeux opérationnels, on en a parlé, il y en a plusieurs. Le premier enjeu opérationnel, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est la réduction de la consommation d'eau. Donc c'est réellement le pendant de tous les systèmes de refroidissement qui consomment de l'eau pour pouvoir maintenir en fait un réseau de refroidissement à température donnée. Donc c'est un premier enjeu qui prend de plus en plus de place. On a de nombreux industriels qui reviennent vers nous en disant d'abord on a besoin de réduire les quantités d'eau consommées par des différents sujets réglementaires. Et ça peut se traiter non pas avec un refroidissement forcé, mais à travers la récupération de chaleur fatale qui permet justement d'effectuer cette opération en premier lieu. Sur les traitements réglementaires, des contraintes réglementaires, des effluents liquides, on a aussi souvent des cas où les effluents peuvent être renvoyés sur le réseau à des températures supérieures aux arrêtés préfectoraux. Donc c'est un sujet qui peut être traité également par la récupération de chaleur fatale. L'adaptation des réseaux, donc la production de froid vers des gaz frigorifiques à faible RPG. Donc c'est un sujet également qui est embarqué dans le recyclage de la chaleur fatale, dans la mesure où on revisite en fait du côté des groupes froids la capacité de recycler la chaleur fatale des groupes froids, et donc ça nous permet, je dirais, régulièrement de pouvoir visiter l'adaptation de ces productions de froid à la capacité de récupération énergétique et en même temps à pouvoir upgrader les fluides frigorifiques qui pourraient être concernés par la réglementation et la directive F-Gaz qui effectivement est assez contraignante de plus en plus quand on avance dans les durées de vie des gaz frigorifiques classiques. Les réseaux, l'accompagnement ou l'adaptation des réseaux, c'est un sujet qui est intéressant dans la mesure où de nombreux industriels ont une structure de réseaux de distribution de chaleur qui sont liés à une production souvent haute température, des primaires. On produit régulièrement encore de la vapeur, de l'eau surchauffée, et on utilise des réseaux de transport énergétique dans les usines de façon à dissiper en fait cette chaleur. Le fait de vouloir réinjecter cette chaleur fatale dans les réseaux nous apporte des contraintes parce que les réseaux sont conditionnés ou conçus pour des régimes de température plutôt élevés. Et quand on vient avec la récupération de chaleur, on n'a pas forcément envie de remonter l'eau à 110 ou 120 degrés pour pouvoir utiliser les mêmes régimes de température. Donc l'adaptation des réseaux est un sujet qui est embarqué dans cette thématique-là, qui nous permet justement, à partir d'un réseau existant, de pouvoir le réutiliser dans certaines conditions pour pouvoir injecter la chaleur fatale, pas forcément en température initiaux, de façon à pouvoir trouver à la fois un réusage de ces réseaux de chaleur existants et à la fois ouvrir des portes
pour recevoir le recyclage de la chaleur fatale. La quatrième thématique, c'est celle de la capacité d'énergie. On en a parlé tout à l'heure. Ça produit une capacité de chaud et de froid complémentaire. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir accompagner les capacités énergétiques. Alors, les sujets de revamping, quand on travaille, on va dire, sur ces réseaux de récupération de chaleur, on est confronté à de pouvoir upgrader des process qui méritent d'être upgradés, revampés. Et donc, le fait de faire une opération de récupération de chaleur nous permet également de prendre soin des adaptations des équipements en place, de façon à pouvoir remplacer ou implémenter en fait des équipements sans forcément faire l'usage du CAPEX, puisque vous l'avez compris, le sujet de la chaleur fatale est un sujet qui est aujourd'hui majoritairement financé par des sujets sans CAPEX, et donc le fait d'embarquer une capacité d'adaptation des réseaux existants ou des capacités d'équipements existants dans des véhicules financiers de type vente de chaleur verte au compteur, ça permet effectivement de rendre l'opération très vertueuse également sur les sujets connexes à ce type d'installation. Et le dernier point, c'est un point que nous voyons de plus en plus, c'est de pouvoir permettre à l'industriel de pouvoir avoir un regard sur la capacité de production. On est souvent capable de rajouter une brique complémentaire à la production de chaleur verte à partir de la chaleur fatale pour pouvoir augmenter une capacité de production supplémentaire. Donc d'arriver, je dirais, sur une augmentation de capacité de production grâce à la délivrance d'une énergie qui permet justement de pouvoir améliorer ou en tout cas accompagner l'évolution de la production de l'usine. Alors, quels sont les leviers de décarbonation industrielle qui sont possibles à partir de cette chaleur fatale? On pourrait d'abord parler du sujet qui est presque à la disposition immédiate de chaque industriel, c'est de compenser avec des crédits carbone, pouvoir neutraliser à travers l'achat de crédits carbone. C'est un sujet qui est immédiatement réalisable. Sur la part électrique, c'est plutôt des crédits carbone, des certificats d'origine qui sont à coût très économique. Sur la partie du gaz, le fait de compenser du CO2 à partir de l'achat de crédits carbone, c'est un sujet plus difficile. On a un rapport plus ou moins de 30 centimes d'euros le mégawattheure sur la neutralisation par compensation sur la part électrique et plutôt une vingtaine d'euros de mégawattheure selon les régions pour neutraliser le CO2 de l'effet du gaz. Donc c'est vrai qu'on a un outil à disposition, un outil financier à disposition, mais qui présente du côté de la neutralisation du gaz, qui est plutôt un outil relativement coûteux. Et il y a l'outil central qui est l'autoconsommation de ce qu'on appelle l'ENR et R, donc les énergies renouvelables et de récupération, qui sont bien sûr produites à partir de cette chaleur fatale. On peut aller plus loin dans cette démarche. Autoconsommer pour un industriel, ça va au-delà du réusage de la chaleur fatale, c'est de pouvoir s'affranchir, à vrai dire, des besoins d'achat énergétique externe. Donc c'est un sujet de résilience de marché. On est capable avec de l'ENR également de rajouter des énergies qui ne proviennent pas que de la chaleur fatale de l'industrie, mais de rajouter des énergies qui viennent de l'environnement, donc de compléter la délivrance énergétique en cumulant la chaleur fatale provenant des process industriels ou des utilités, plus la chaleur qu'on peut récupérer en aérothermie dans l'environnement extérieur, parfois de la géothermie de surface, de façon à pouvoir cumuler en fait cette énergie et la mettre à disposition des process industriels dans les process de nos clients. Donc cette autoconsommation, il y a les vertus, je dirais, de pouvoir effectivement rendre l'industriel plus résilient vis-à-vis du marché, mais c'est aussi d'apporter une énergie qui est effectivement abondante, à bon prix, décarbonée et qui permet effectivement de massivement réduire les consommations de gaz. Pour un objectif après l'autoconsommation, probablement de pouvoir utiliser l'infrastructure d'ENR et R qui est mise à disposition de l'industriel pour pouvoir créer réellement son autonomisation de sa production énergétique sur la base de la chaleur fatale. Donc l'étape 2, c'est mettre à disposition la chaleur fatale transformée en ENR et R,
sur la durée de l'amortissement du contrat et pour, in fine, à la fin du contrat, permettre à l'industriel de disposer de sa propre capacité de production des ENRR à côté de la biomasse, si tant est que ce soit une technologie qui puisse accompagner la décarbonation, ou le biogaz lorsque c'est possible. Donc c'est vraiment passer par l'étape 2 de l'autoconsommation permet d'arriver, sans investissement, d'arriver au financement ou à l'accès à la production de NRR à travers la première phase d'amortissement qui est en fait la délivrance de l'ENRR au compteur. Alors vous l'avez compris, chez EcoGreen Energy, on a développé une spécialité depuis 2008 qui justement permet de s'intéresser à la chaleur fatale et de pouvoir donner différents types d'usages, que ce soit une production de chaleur décarbonée, de l'ENR en version chaude, mais également de produire du froid décarboné, donc produire du froid à partir de chaleur, c'est intéressant, voire accessoirement produire du courant électrique à partir de la chaleur. Mais ce sont les deux premières énergies qui sont les plus plébiscitées sur le marché actuellement, produire de l'énergie ENR chaude à partir de la chaleur fatale ou, à l'inverse, avec des machines d'inversion, de fabriquer du froid sans consommation électrique. Donc nous avons à ce jour 14 années d'expérience depuis 2008. On est une centaine de personnes, 60 ingénieurs et 40 techniciens, qui développons sur des technologies qui ont été mises au point pour pouvoir réellement isoler l'activité industrielle de l'activité de production des ENR. Il s'agit bien sûr de ne pas compromettre une activité industrielle pour le bénéfice de l'ENR d'une autre façon. Donc c'est un sujet très important de pouvoir réellement sécuriser le fonctionnement industriel pour lui apporter une valeur ajoutée, mais sans avoir un quelconque effet négatif ou contre-productif dans la production industrielle. Nous avons à ce jour plus de 160 green box, ça veut dire des installations qui reprennent ce nom-là, sur une production de chaleur d'ENR et R de plus de 220 gigas de chaleur thermique qui ont été produites dans ces 2 dernières années, avec évidemment un équivalent CO2 associé à l'économie de gaz qui a été remplacée à partir de cette ENR et R. Alors à quoi ça ressemble une installation de récupération de chaleur fatale? Ce sont des équipements, on peut en voir ici sur l'écran, ce sont des skids, ce sont des machines spéciales qui arrivent d'une façon plug and play, qui sont construites en atelier et qui sont positionnées dans les sites industriels. Bien sûr, elles sont personnalisées au cas d'espèces particulières de l'industrie. Elles sont automatisées, elles sont connectées au SCADA de l'usine de façon à pouvoir réellement communiquer d'une façon fluide entre la production qui doit être protégée de l'intégration des ENR dans les process. Une offre de décarbonation, c'est un sujet technique, bien sûr, mais c'est aussi un sujet de comment accéder à cette offre de décarbonation. Donc, chez EcoGreen, on a construit une offre qui s'appuie sur 3 bases. Un contrat de chaleur verte, c'est un business model innovant qui permet justement d'être déconsolidé sur la norme IFRS 16. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir le signaler, de ne pas être consolidé au niveau de l'aspect comptable des choses. Donc, c'est d'abord un business model qui permet de travailler uniquement qu'en OPEX, le CAPEX étant financé par des structures de financement de projet. Également par une infrastructure, donc c'est vraiment la machine spéciale qui va permettre, c'est ce qu'on appelle la Green Box, donc c'est une infrastructure technique spécialisée qui est personnalisée au cas d'espèce du client, dans les normes bien sûr de sécurité du client, et de pouvoir après digitaliser la performance, donc de remonter ces informations sur des outils de digitalisation. C'est un espace qui s'appelle myeg.fr qui permet de mettre à disposition les performances réelles en live de la décarbonation via les ENR et R. Quelques filières industrielles qui sont adressées, l'agri-food, la pharma, l'automotive, la chimie, ce sont des industries qui sont forcément consommateurs d'énergie, qui utilisent également du froid pour le process ou la structure de process. Donc ce sont des activités qui sont intéressantes dans ce type de filière. D'autres activités qui sont représentées ici dans différents domaines. On ne va pas s'y appesantir.
sur différents secteurs, mais sachez simplement que les ENR, dans cette perspective de recyclage à la fatale, s'appliquent de près et de loin sur l'ensemble de la filière industrielle, avec des activités plus ou moins intenses et plus ou moins profonde. On est capable aujourd'hui de décarboner l'intégralité du CO2 de certaines usines dans certaines filières grâce aux ENR. Donc c'est vraiment important de pouvoir disposer de ces outils qui permettent massivement d'agir sur cette consommation énergétique. Alors, on vous a parlé des conditions d'accès à ces sujets-là. Bien sûr, on peut tout à chacun envisager des contrats financés par les CAPEX de l'industriel. C'est bien sûr un sujet qui existe. Il se trouve que dans le marché, il y a de moins en moins d'industriels qui, je dirais, qui ont une envie, une appétence de pouvoir utiliser leur CAPEX pour financer ces projets. Donc on a développé des outils de contrats de chaleur verte qui se composent très facilement avec une quantité de chaleur verte qui est effectivement garantie à l'industriel à partir de la chaleur fatale, une durée déterminée et un prix fixe. Dans le marché d'aujourd'hui, garantir des prix fixes sur 10 ans, sur 15 ans, comme c'est possible d'être fait sur des contrats de chaleur verte, c'est une garantie de pouvoir conserver pendant toute la période du contrat de chaleur verte le même prix convenu par avance, par contrat, qui n'évolue d'aucune façon par aucun des indices. Ça, c'est un avantage particulier qu'on peut avoir puisqu'on est décorrélé réellement du marché de l'achat énergétique. Alors une infrastructure technique, c'est, je dirais, toujours située dans l'usine. Donc on pourrait imaginer que les ENR sont mises à disposition également de réseaux urbains. Mais on fait le choix chez EcoGreen Energy de nourrir l'industriel en premier, de pouvoir lui apporter, à partir de ces chaleurs fatales, la capacité de pouvoir réellement réduire ses consommations de gaz et de rentrer dans ses objectifs qui sont les siens dans sa stratégie du plan climat qui est appliqué en fait dans leur fonctionnement. Alors quels sont les impacts qui sont matérialisés en fait à travers un système de recyclage de la chaleur fatale? On pourrait dire que le premier impact, c'est celui qui est cherché en premier, c'est réduire et réduire encore la consommation de gaz. Là, on a des impacts qui sont structurellement entre 30, 40, 50, voire 100% de la réduction de gaz à travers les ENR. Donc ce sont des impacts qui sont très forts, qui se caractérisent par une réduction à la racine de la consommation de gaz. Bien sûr, le CO2 associé est un élément accroché à la consommation de gaz et qui en est infiniment réduit de la même façon. L'eau qui est associée, quand on a des circuits de refroidissement qui consomment de l'eau, c'est un sujet qui est accompagné, qui n'a peut-être pas de valeur économique, mais qui a une valeur environnementale très, très grande, et surtout sur la réduction des autorisations de pompage d'eau dans les réseaux naturels. L'électricité, on en utilise un peu, c'est un sujet d'électrification partielle. Le NRR est un peu consommateur de courant électrique, d'une façon négligeable, mais malgré tout, on utilise, selon les contextes économiques, une part d'électrification pour nourrir certaines machines qui permettent de remonter les températures, comme des thermofrigopompes, ou d'autres techniques qui permettent justement d'ajuster les niveaux de température sur les besoins industriels. Donc, on peut faire l'usage à quantité modérée d'électricité dans les process. Et bien sûr, derrière ça, il y a le budget énergie qui en est impacté et qui permet effectivement de durablement pouvoir envisager la maîtrise des coûts des budgets énergétiques industriels. Un mot sur la digitalisation de ces outils, puisque par définition, il y a besoin d'une transparence importante et nous avons pris le parti de pouvoir vraiment transmettre à nos clients la réalité du remplacement énergétique entre une chaleur proposée à partir de chaleur fatale et sa substitution de gaz. Donc c'est important pour nous de jouer la carte de la transparence. C'est un outil digital qui a été développé en interne et qui permet justement en live d'être en relation avec les paramètres de fonctionnement de l'industrie, mais aussi de pouvoir apporter les reportings nécessaires pour caractériser les économies réellement réalisées. Petit Rex sur une industrie, on a ici une industrie mécanique qui permet, je dirais, qui fabrique des boîtes de vitesse. Donc on a d'un côté
une quantité de chaleur grise qui est consommée, environ 24 gigawattheures de gaz. Et vous voyez ici sur les petites icônes en bas à gauche, on est capable de réduire grâce à l'ENR de 94%, donc ça représente 19,6 gigawattheures de NRR injectés en fait dans l'industrie à la place du gaz. Donc là, on a une réduction massive qui représente aussi une économie d'eau de 940 000 mètres cubes par an, donc avec 4400 tonnes de CO2 effacées. Donc là, on voit un exemple où finalement, cet industriel va pouvoir effectivement décarboner sa production, faire une économie de gaz, se décorréler du marché structurel du gaz, mais aussi d'apporter une réelle rentabilité sur son activité industrielle, ce qui est effectivement un élément tout à fait remarquable. Alors, avant de passer la parole à Luc Pézeron, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui sur des expériences communes que nous avons pu mener, je voulais simplement résumer en fait aujourd'hui dans le paradigme de l'environnement de marché. J'ai envie de dire que l'ENR produite à partir de chaleur fatale va prendre ses nettes de noblesse de plus en plus. On a eu pendant de nombreuses années des capacités de pouvoir produire cette ENR, mais plutôt à la marge, de façon peut-être sur des opérations courantes, récupération sur les tours aéros, sur des économiseurs de chaudière et sur d'autres thématiques de ce type-là. Aujourd'hui, l'ENR devient un outil majeur pour la décarbonation et pour la réduction des impacts environnementaux. Et c'est un outil qui est peut-être pas forcément très connu, mais qui mérite d'être introduit dans vos process industriels pour justement vous affranchir de ce monde énergétique et sur la valeur du carbone donnée par les organismes européens qui finalement donnent un petit peu la charge de l'émission de CO2 et sur le coût du gaz qui effectivement apporte une contrainte particulière dans la maîtrise des budgets énergétiques industriels. En tout cas, merci pour cette présentation. J'accueille Luc Pézeron pour sa partie et on pourra après cela pouvoir échanger autour des sujets de questions-réponses qui pourront être faits. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. À la demande effectivement de notre partenaire EcoGreen Energy, je vais vous présenter la concrétisation de projets sur notre site. Tout d'abord, je me présente. Je suis Luc Pézeron. Je suis responsable entretien travaux neufs, environnement, hygiène, sécurité. Ça veut donc dire que j'ai dans mon périmètre toute la partie facility management, engineering, sûreté, sécurité et performance environnementale. Et donc, je travaille pour les 2 usines L'Oréal de la division cosmétique active, qui sont les sites de Vichy et La Roche-Posay. En termes de présentation, donc, nous sommes basés dans les 2 villes historiques où on vient capter l'eau thermale qui rentre dans nos produits. Le site de Vichy, c'est plus de 500 personnes sur 45 000 m², quand le site de La Roche-Posay représente 6 000 m² pour 100 personnes. Au sein de ces 2 entités de la division, nous avons 50 équipements de fabrication, équipements de production, des équipements de fabrication de crèmes cosmétiques et des lignes de conditionnement qui nous permettent finalement de conditionner nos crèmes et nos lotions dans les différents articles de conditionnement. Les marques principales fabriquées sur ces 2 sites sont les marques historiques, Vichy, La Roche-Posay, mais aussi les nouvelles marques américaines, CeraVe, SkinCeuticals, qui ont été intégrées par L'Oréal, et des marques un petit peu plus anecdotiques, telles que Decléor, vendues en institut, et des marques spécifiques qui nécessitent des labels bio ou qui aussi mettent en œuvre de l'eau thermale, telle que la marque de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Nous sommes une usine très complexe, agile, puisque finalement l'ensemble des produits que vous avez trouvés dans le monde entier sont fabriqués sur nos 2 sites. Et donc on a une grande diversité de formats. On est capable de faire du tube, du flacon, du verre ou du plastique, des pots, des brumisateurs d'eau thermale. Bref, on fait l'ensemble des produits de ces gammes que vous allez retrouver dans le monde entier.
comme on expédie dans le monde entier, en complément des référentiels classiques ISO, sécurité, qualité et énergie. Nous sommes aussi ISO 22716 pour les bonnes pratiques de fabrication cosmétique. Et nos produits solaires, par exemple, étant considérés comme étant des médicaments dans certains pays, on a des labels spécifiques et c'est pour ça qu'on a la chance d'être inspecté par les autorités canadiennes, la FDA ou encore les Australiens avec la partie TGA. Je dis souvent que finalement, on fait des produits qui sont à destination de la beauté des femmes et des hommes et du coup, ça ne peut pas se faire au détriment de la planète. Depuis finalement 2009, L'Oréal a une politique importante en termes de protection de l'environnement. Et je vais vous montrer un film qui illustre ce que nous avons fait sur la partie protection du climat, maîtrise des ressources en eau, favoriser protection de la biodiversité, et la gestion des ressources. À travers ce film, on a illustré l'ensemble des projets qui ont été menés pour préserver le climat, l'eau, les ressources et la biodiversité. En termes de politique énergétique, la meilleure énergie, finalement, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc notre politique, à horizon 2030, se déploie sur 3 piliers. 1, consommer moins. 2, consommer vert. Donc, et puis, bien évidemment, sur la partie gaz, avoir des gaz adaptés aux évolutions de la réglementation. Je vous disais que depuis 2009, L'Oréal est engagé sur la réduction de son empreinte environnementale. Ça passait par du moins 50% de consommation d'énergie entre 2005 et 2015, puis moins 60% à horizon de 2020. Et pour 2030, maintenant, l'objectif est d'être à moins 40% avec une baseline de 2019. Donc le challenge, on aime bien ça et on nous aide. L'énergie sur notre site, c'est quoi? C'est, vous voyez en haut, on utilise du gaz et l'électricité. Le fuel, c'est que pour la partie sprinkler, protection incendie. La Ligal, c'est pour nos brumisateurs d'eau thermale. Donc c'est hors périmètre. Vous avez ici le mapping de nos énergies avec le poids de chacune. Et vous voyez que la majeure partie de notre énergie, c'est du gaz pour chauffer nos skis de fabrication. Ces skis de fabrication nécessitent aussi du froid, produit par des groupes froids qui sont alimentés
par de l'électricité. Et enfin, on utilise aussi de l'énergie pour le chauffage des bâtiments et pour la production d'air comprimé pour faire fonctionner l'ensemble de nos équipements. Comme je vous le disais, depuis 2009, on a des engagements forts. Bien sûr qu'on a eu l'occasion de faire beaucoup de choses. On a isolé toutes nos canalisations, on a cloisonné nos secteurs des usines, on a isolé nos quais de déchargement. La base, c'était aussi mettre en place des plans de comptage, réussir à connaître nos réseaux, automatiser le pilotage des installations, suivre le talon pour détecter effectivement des fuites et faire la maintenance ad hoc. Et enfin, investir des équipements adaptés, dont à Vichy et à La Roche-Posay, une thermofrigo-pompe. Enfin, il faut savoir que la récupération d'énergie fatale, on a eu l'occasion aussi de la mettre en œuvre. Aujourd'hui, on chauffe de l'eau de 18 degrés à plus de 60 degrés sans aucun kilowatt de gaz, de par une quintuple récupération d'énergie. On va récupérer la chaleur de nos effluents, des eaux de lavage de nos skis de fabrication. On va récupérer la chaleur des compresseurs, de notre thermofrigo-pompe, de la bâche de condensat et enfin des fumées de chaudière. On a fait beaucoup de choses, mais vous avez vu que L'Oréal nous aide et nous challenge, donc il a fallu trouver de nouvelles idées. On était clairement sur une asymptote et avec effectivement notre partenaire EcoGreen Energy, il a fallu mettre en place des solutions rupturantes qui ont été identifiées par les ingénieurs. Je vous propose de voir un deuxième film sur effectivement concrètement comment s'est passé le projet. Le contrat de chaleur verte est un business model innovant qui nous a séduits par sa simplicité de mise en œuvre. C'est en fait un contrat vraiment déconsolidant, avec l'assurance d'une quantité d'énergie décarbonée à un prix fixe, garanti sur toute la durée du contrat. Au sein de notre établissement de Vichy, nous avons toujours été très engagés en faveur de la protection de l'environnement et de ses ressources. Nous faisons des produits pour la beauté des femmes et des hommes, et cela ne peut pas se faire au détriment de la planète. Le site de Vichy Dommage, c'était le meilleur moment. Alors, est-ce que c'est notre film? Je n'arrive pas à revenir sur la diapo d'avant. Ah, alors, tac, je relance. Le contrat de chaleur verte est un business model innovant qui nous a séduits par sa simplicité de mise en œuvre. C'est en fait un contrat vraiment déconsolidant, avec l'assurance d'une quantité d'énergie décarbonée à un prix fixe, garanti sur toute la durée du contrat. Au sein de notre établissement de Vichy, nous avons toujours été très engagés en faveur de la protection de l'environnement et de ses ressources. Nous faisons des produits pour la beauté des femmes et des hommes, et cela ne peut pas se faire au détriment de la planète. Le site de Vichy... Ouais, je m'en doute. Pas qu'on puisse la sortir maintenant. Bah non. Ça me semble compliqué. C'est le film qui passe sur LinkedIn. On vous enverra le lien. Embêté, là. Pas de souci. Merci. Il y avait de belles images, mais on repostera le lien de la vidéo. Ce qui était expliqué à travers le film, c'était effectivement le travail qui a été fait par les ingénieurs d'EcoGreen. L'objectif, pendant 3 jours, lors de la campagne d'investigation, l'ingénieur est équipé et va réaliser pendant cette période l'ensemble des mesurages nécessaires pour effectivement déterminer les sources et les puits de chaleur. Donc là, vous voyez sur notre usine de Vichy,
On a en rouge les sources de chaleur qui sont en fait un groupe froid et d'autres compresseurs, et les puits étant les centrales de traitement d'air et autres usages. La solution proposée a été dimensionnée à travers les études d'investigation. On a sur la partie des sources l'ensemble de la quantification des éléments, et on va jusqu'au kilowatt qui est généré par ces sources. Et les puits, les équipes dimensionnent ce qui serait nécessaire d'avoir. À partir de là, il y a une solution technique qui est mise en place. Et là, en l'occurrence, dans le cadre de notre projet, c'était récupérer encore la chaleur de nos compresseurs pour venir faire un préchauffage de l'air en entrée d'une centrale de traitement d'air et venir aussi utiliser ces calories pour préchauffer notre eau purifiée. Et ça a été fait par la Greenbox, dont on vous a parlé tout à l'heure, qui est en fait un simple skid d'1 mètre carré au sol et qui est composé d'un automate, de pompes, de débitmètre et d'un échangeur à plaques. Concrètement, sur l'usine de Vichy, donc on a installé à côté du parc de compresseurs la Greenbox, et on a véhiculé la chaleur à travers une canalisation en toiture et qui est allée à l'autre bout de l'usine pour venir justement préchauffer l'air en entrée de cette centrale de traitement d'air. Récupérer la chaleur pour chauffer l'air, c'est très bien, mais ça marche que l'hiver. Donc une autre optimisation de cette chaleur fatale a été de l'utiliser pour venir préchauffer notre eau chaude purifiée qui rentre dans nos crèmes cosmétiques. En termes de bilan, le bilan réalisé par EcoGrid montre finalement que, à travers le contrat de chaleur verte, donc zéro capex, on a été capable de gagner 3% de gaz et quasiment 1% d'électricité grâce à ce skid qui a été installé. On a un deuxième projet, puisque du coup, si ça marche à Vichy, ça devrait marcher à La Roche-Posay. Les équipes d'EcoGreen sont aussi venues à La Roche-Posay. La même investigation a été réalisée. Et là, en intégrant une cuve d'eau chaude de lavage qui constitue une réelle source de stockage d'énergie, cette mise en place nous a permis de gagner plus de 6% de gaz et aussi quasiment 1% d'électricité. De nouveau, avec zéro capex. Donc voilà les projets qui ont été réalisés. On a eu l'occasion de faire les photos avec Yannick Rémy et dernièrement à La Roche-Posay. Et là, on est en train d'initier un troisième projet, puisque du coup, la priorité sur le site de Vichy a été prendre finalement, bien évidemment, le premier projet, le plus rentable. Maintenant, on passe au deuxième. Donc on a relancé des études d'investigation avec les équipes. Sachez que justement, ces projets ont été reconnus par Monsieur le ministre Bruno Le Maire quand il est venu nous remettre justement le prix du trophée de la vitrine de l'industrie du futur. Et cette récupération d'énergie a été un des projets qui a permis d'alimenter ce dossier de candidature. Ça doit être le dernier slide. Oui. Je vous remercie de votre attention. Donc, merci pour votre attention. Je ne sais pas si on a encore 2 minutes pour peut-être une question et une réponse peut-être rapide. Voilà, ça va. Merci beaucoup. Donc, on peut accueillir une question ou l'autre. Je souhaiterais savoir comment c'est contractualisé, notamment au niveau de l'engagement des résultats sur vos performances. C'est avec l'ingénierie et EcoGreen, ou c'est des contractants qui portent l'ensemble du projet? Alors effectivement, ce contrat de chaleur verte, il garantit en fait un volume de livraison de chaleur verte. Il y a un protocole qui permet de caractériser quelles sont les conditions d'exploitation qui sont faites du côté de l'usine et du côté de nos infrastructures. Donc effectivement, c'est dans le contrat de chaleur verte qu'il y a effectivement les conditions contractuelles qui définissent clairement les conditions qui permettent de réunir, parce que la chaleur fatale, si on veut la transformer en chaleur verte, il faut d'abord qu'elle existe, et donc il y a une condition double qui existe et qui est partagée
privilégié, qui est surveillé et contrôlé par nos énergie managers qui effectivement apportent parfois des interventions pour permettre à ce protocole de s'appliquer au quotidien. On se met d'accord sur une période de référence qui devient finalement la base du contrat. Si jamais aussi il y a une évolution de notre activité ou autre, il y a aussi le contrat, pour nous, il est de 5 ans. Donc il y a une année supplémentaire qui permet effectivement de se rattraper en termes de mégawattheures générés par l'installation sur une année supplémentaire. Peut-être dernière question. Voilà, monsieur. Oui, bonjour, oui, j'avais une question, là, un petit peu dans la continuité de la question qui a été posée. Quand vous parlez de déconsolidation comptable, c'est-à-dire quoi? C'est création d'une société de projet, c'est ça? Avec, qui, elle, s'engage vis-à-vis de l'industriel en prenant sa chaleur, en cédant sa chaleur fatale avec ce qu'on appelle un PPA, enfin, en électricité, mais pour chaleur, c'est pareil. C'est ce type de montage? Alors, il peut y avoir une SPV, effectivement, qui soit constituée, pas forcément. Ça dépend un petit peu de la taille des projets. L'idée, c'est on a créé en fait ce contrat déconsolidant sur le CCV avec PwC et EY qui a garanti la déconsolidation selon les règles d'usage. Donc en fait, on propose à nos clients un bien énergétique. Donc c'est pas un service, c'est un bien énergétique, puisque réellement, il n'y a pas de part fixe, il n'y a pas d'abonnement, il y a une valeur donnée au mégawattheure passé. Et c'est ainsi que ces cabinets de conseil qui nous garantissent en fait ces déconsolidations ont pu construire et valider avec les différentes commissaires aux comptes et également avec la finance de L'Oréal, c'est la déconsolidation de ces contrats. Si on y est arrivé, vous devrez y arriver. Très bien, en tout cas, merci pour votre participation, votre attention et en tout cas au plaisir, si vous voulez aller plus loin, on est présent au sous-sol pour peut-être approfondir des sujets de ce type-là. En tout cas, au plaisir de vous croiser. Merci. Merci.